je m'appelle Paul Bergerie, je suis de la promotion 71-75, de la première promotion de génie civil. Nous étions une petite équipe, puisque c'était en gros une douzaine de personnes dans cette promotion, et qui m'a permis, encore une fois, durant cette période-là, d'acquérir un savoir-faire un peu original à l'époque, puisqu'encore une fois, pour nous, c'était globalement relativement nouveau. Nouveau pour l'école et nouveau pour nous. Cette formation, ce qui est assez extraordinaire, nous conduisait naturellement, probablement, vers des métiers de génie civil, vers des entreprises de génie civil, puisque nous avions tous fait des stages dans des entreprises de génie civil. Et personnellement, j'ai eu l'occasion de faire 2 stages, un chez Pascal et un chez Léon Gross, qui étaient des entreprises de construction. Et malgré tout ça, j'ai commencé effectivement dans le génie civil, mais contrairement, plutôt que faire ça dans l'acte de construction, j'ai plutôt attaqué effectivement dans le domaine du conseil en management. Mais avant ça, à la sortie de l'école, j'ai fait les EOR, parce qu'à l'époque on faisait encore l'armée, donc ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Donc j'ai fait les EOR à Angers, dans le génie, aussi dans le génie, où j'ai eu l'occasion aussi de faire des ponts, mais des ponts militaires cette fois-ci. Et puis ensuite, j'ai fait l'IAE dans l'Institut supérieur des affaires, l'Institut d'administration des entreprises à Grenoble, ce que je conseille également à tous les ingénieurs ENIS de bien vouloir faire après leur formation. On a l'avantage de faire partie d'une grande famille, on a tous un peu une même histoire, sauf que le fil conducteur est resté le même. Il y avait déjà un bizutage qui créait effectivement une solidarité entre une nouvelle promotion qui permettait à des gens de se connaître, qui permettait aussi d'aller faire des choses un peu extraordinaires, parfois un peu immorales, mais qui permet encore une fois de souder un esprit d'équipe tout en étant raisonnable. Les grands souvenirs de l'ENIS, effectivement, il y a le bizutage, mais il y avait aussi quelque chose qui nous a marqué, en dehors de la qualité des études, des profs et de tous les gens qu'on pouvait rencontrer à l'intérieur de ce processus éducatif, mais il y a aussi les Jeux interrénis. Donc les Jeux interrénis qui étaient un rassemblement sportif et qui existent toujours, à ma connaissance, et qui était aussi un grand moment à la fois de sport, de rigolade, et avec des troisièmes mi-temps spectaculaires qui laissent beaucoup de souvenirs, et je suppose, même aux nouveaux, qui doivent aussi se construire des souvenirs à travers cet événement. Alors, après avoir fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un complément de formation, donc très vite j'ai essayé de trouver du boulot, un peu comme tous les ingénieurs à la sortie de l'école. Je me suis orienté plutôt vers des entreprises de bâtiments et de travaux publics. Et après avoir fait une année dans une entreprise de bâtiments et de travaux publics, très vite j'ai trouvé une opportunité, encore une fois, à travers un cabinet que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelait Jouet, et qui faisait du management de projet. Donc pour moi, c'était un monde complètement nouveau et je ne voyais pas ce que je pouvais faire dans cette entreprise. Mais je suis quand même allé à cet entretien et j'ai été complètement séduit par ce qui s'y faisait et j'ai démarré ma carrière professionnelle quasiment à la sortie de l'ENIS, on peut dire, ou quelques mois après, directement dans le cabinet où je suis toujours aujourd'hui. Donc ça fait un peu plus de 30 ans que je suis dans ce métier. Mais mon parcours professionnel, j'ai donc fait dans le monde du conseil. Quel est mon métier à moi? Pour répondre à ce genre de questions, généralement, quand les entrepreneurs nous appellent, les entreprises ou les organisations publiques nous appellent, c'est que ça ne marche pas. Ils ne nous demandent pas de venir leur dire que c'est impossible. Ils disent, voilà, moi j'ai reçu des instructions de l'État, je dois sortir le nouveau plan routier français, où actuellement il y a le schéma national des infrastructures de transport qui va faire 175 milliards d'euros, dont 50% seront faits dans le ferroviaire. Donc l'État attend à ce que 50% de cette somme soit dépensée dans les ans qui viennent sur le ferroviaire. Et souvent, les équipes qui sont en place sont déjà surbookées. Donc il va bien falloir regarder les modes d'organisation à mettre en place, être capable, encore une fois, d'anticiper et d'évaluer quelles sont les ressources nécessaires dont on aura besoin pour que ces organisations fonctionnent, d'aller les négocier avec les autorités adéquates, et surtout de faire fonctionner l'ensemble du système pour délivrer le résultat. Cette école, pour moi, a été l'école de la maîtrise d'ouvrage, notamment dans les grands projets événementiels, était assez extraordinaire. Parce que je prends l'exemple de la Coupe du Monde de football 98. En 93, il y avait 7 personnes autour d'une table, ou une grosse dizaine de personnes autour d'une table. Il y en avait 30 000 qui bossaient pendant la Coupe du Monde. Et le 10 juin 1998 à 17h, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige et que le Premier ministre ait changé ou pas, il fallait livrer, quoi. Donc ça vous oblige à un moment donné à mettre en place des organisations spécifiques et à trouver les moyens de les faire fonctionner. Donc juste pour conclure, les entreprises ne nous demandent pas de leur dire que c'est impossible. Et quand ils nous font venir, ils nous demandent de venir de définir les conditions dans lesquelles ça serait possible. Et généralement, il faut changer l'organisation, ou c'est pas changer, c'est faire évoluer l'organisation. Mais pour faire évoluer l'organisation, il faut faire évoluer les mentalités, faire bouger les lignes, faire bouger les gens à l'intérieur de la structure. Et c'est souvent quelque chose d'extrêmement sensible et délicat. Il y a au moins 4 critères fondamentaux qui, pour moi, sont essentiels pour entrer dans ce métier-là. La première qualité, c'est d'avoir une formation complémentaire qui complète cette dimension technique extrêmement forte.
La deuxième, effectivement, c'est de maîtriser une ou deux langues étrangères, et notamment l'anglais, parce que ça reste quand même la langue à peu près universellement parlée à peu près sur l'ensemble de la planète. Et la troisième dimension, c'est aussi la capacité de se déplacer à minima sur le territoire national, voire européen, voire mondial. Ce qui veut dire, c'est qu'un jeune ingénieur doit très rapidement connaître un peu le monde. Donc certains choisissent justement avant de travailler de faire le tour du monde. C'est peut-être une très bonne occasion, soit avec un sac à dos, soit avec un vélo. Mais je crois que c'est une bonne occasion aussi d'avoir cette perception de ce qui se fait autour de soi, notamment en termes de relations humaines. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais insister aussi, c'est que le jeune ingénieur doit avoir une ambition personnelle sans être ambitieux, quoi. Donc on ne lui demande pas de tout savoir faire, mais on lui demande de savoir ce que lui il a envie de faire, quoi, et qu'il ait quelques idées sur ce sujet-là. On lui demande d'être curieux aussi, de ne pas être passif par rapport à l'environnement où il est, donc d'être curieux. Et enfin, encore une fois, d'avoir l'œil qui brille, ça veut dire qu'à un moment donné, il s'intéresse aux choses et il s'intéresse à tout ce qui se passe autour de lui. Alors des profs qui m'ont marqué, bien sûr, il y avait Petitbon en anglais, Chargeleg, Monsieur Batilly en statistique, voilà. Ce sont Monsieur Robert, bien entendu, qui était notre prof principal et qui nous a quittés depuis, qui reste pour nous, encore une fois, nos pères fondateurs dans notre culture d'ingénieur.